I'm Nigel Farage, and today, Je m'appelle Nigel Farage et pour LBC, je vais interroger Marine Le Pen, candidate et leader dans cette campagne à 2 tours. Marine, merci. C'est un plaisir. Alors, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie pour l'UE? Qu'est-ce que ça signifie pour la France, et en particulier dans le cadre de cette élection? Bon, alors, évidemment, c'est un signal très fort qu'il y a au moins une manière de trouver les clés de la prison. Parce qu'on nous expliquait qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, que c'était impossible. Et la Grande-Bretagne vient de démontrer que lorsque le peuple le veut, eh bien, on peut mettre en place les conditions d'une sortie de l'Union européenne. Donc merci de nous avoir trouvé un petit peu, de nous avoir montré l'issue de cette gigantesque prison que représente aujourd'hui l'Union européenne pour les peuples. C'est une grande chance pour la Grande-Bretagne. D'ailleurs, personne ne s'y trompe, car en réalité, au-delà de cette stratégie de la peur qui a été mise en œuvre avant le Brexit, on voit bien qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train déjà de tirer les bénéfices, tous les bénéfices de cette décision courageuse qui a été la sienne. Ça permet d'être libre, ça permet d'arrêter d'avancer avec le couteau de l'Union européenne planté dans les côtes et qui vous oblige à aller là où vous ne voulez pas aller. Ça permet de maîtriser ses frontières, ça permet de maîtriser son économie, ça permet de négocier des accords commerciaux qui vont dans, évidemment, le sens de l'intérêt de son propre pays. Votre position dans l'élection, c'est ce que vous l'avez dit, c'est que vous alliez renégocier la relation de la France avec l'Union européenne, puis ensuite faire un référendum pour le peuple français. C'est intéressant parce que David Cameron a dit exactement la même chose. Il a dit qu'il négocierait avec l'UE, qu'il lancerait un référendum, mais bien sûr, il faisait cela pensant que le Royaume-Uni resterait dans le giron de l'UE. Est-ce que vous faites l'inverse de David Cameron? Est-ce que vous voulez faire cela parce qu'au fond de votre cœur, vous vous dites que le temps est venu que la France quitte l'UE? Je crois que c'est la différence fondamentale qui existe entre moi et M. Cameron. En réalité, M. Cameron a décidé d'un référendum uniquement pour des raisons électoralistes. Il s'agissait de faire plaisir à l'aile de son mouvement qui se sentait plus en phase avec le UKIP, en réalité, qu'avec les visions européistes de M. Cameron. Vous avez raison de le rappeler, jamais M. Cameron n'a envisagé en réalité la possibilité que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Et cette négociation n'en était pas une. Ça a été une véritable farce. Bon, ça n'est pas du tout l'esprit dans lequel je m'engage dans cette négociation. J'ai été très clair avec les Français. Je leur ai dit, nous allons retrouver nos 4 souverainetés, territoriales, monétaires, économiques et législatives, c'est-à-dire la supériorité de la loi sur les directives européennes. Et je ferai sanctionner ça par un référendum. Et si les Français, si la négociation échoue et que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne, je l'ai dit, je partirai. Parce que rien de ces 144 engagements que vous avez montrés ne peut en réalité être mis en œuvre dans la prison que constitue aujourd'hui l'Union européenne. Que ce soit en économie, que ce soit pour les entreprises, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur la lutte contre l'immigration, que ce soit sur la préservation de notre identité, rien n'est possible aujourd'hui avec l'Union européenne. Donc, soyons clairs. Vous avez décidé qu'il serait juste que la France quitte l'UE. Si je n'arrive pas à retrouver ces 4 souverainetés, et je veux dire parce que si je retrouve ces 4 souverainetés, d'abord je ne serai pas la seule dans cette négociation, car la réalité c'est que beaucoup de pays souffrent énormément, comme la France aujourd'hui, comme souffrait la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et je suis convaincue que si la France, qui est un grand pays, mène cette négociation, prend le leadership de cette négociation avec l'Union européenne, d'autres pays viendront autour de la table pour soutenir ces revendications. Soit nous y arrivons, et à ce moment-là, l'Union européenne ne sera plus l'Union européenne. C'est un petit peu comme l'URSS qui accepterait la propriété privée, le pluralisme politique, la liberté de la presse. Ce ne serait plus l'URSS. Eh bien, l'Union européenne, à ce moment-là, changera de nature et se transformera en cette Europe des nations et des coopérations que nous appelons de notre vœu et qui rendra à l'ensemble des pays européens cette liberté, encore une fois, sans lesquelles eh bien, nous sommes des peuples esclaves. Oui, d'une certaine façon, votre renégociation, si vous gagnez les élections, va consister à aller à Bruxelles et dire « changez tout, sinon on quitte l'UE ».
C'est exactement cela. Changez tout et surtout rendez-nous ce que vous nous avez volé. Rendez au peuple la souveraineté sans laquelle il n'y a pas véritablement de démocratie. Un peuple qui ne peut pas décider sa politique d'immigration, qui ne peut pas décider qui entre chez lui, qui se maintient chez lui selon quels critères, qui ne peut pas faire des lois sans demander l'autorisation à une instance supranationale technocratique. Un peuple qui ne peut pas faire du patriotisme économique à destination de ses entreprises nationales. Un peuple qui ne peut pas décider de ses accords commerciaux avec tel ou tel pays sans que cela nuise à ses intérêts, n'est pas un peuple libre. Voilà. Nous nous sommes assez battus, la Grande-Bretagne s'est battue, la France s'est battue pour être des pays libres, intégralement libres. Je ne compte pas abandonner cela et je crois que le peuple français non plus n'a pas le souhait de l'abandonner. Une partie de cela consiste à quitter la zone euro. Tout le monde, en dehors de M. Juncker et M. Verhofstadt, dit que l'euro est une catastrophe pour les pays tels que la Grèce, le Portugal, l'Espagne, et on sait que ça ne fonctionne pas, l'euro. J'ai une question. Avez-vous un projet? Avez-vous suffisamment d'expertise autour de vous pour quitter l'euro et remettre en place le franc français? Parce que si moi j'étais un Français moyen, disons un électeur ou même un chef d'entreprise, je me dirais Marine Le Pen nous parle de la souveraineté. Très bien, pourquoi pas, très bien, on croit en l'État-nation, on croit en l'autodétermination, et ainsi de suite, mais nous sommes dans la zone euro. Comment peut-elle me garantir qu'on va quitter la zone euro sans qu'il y ait une catastrophe sur le plan financier? Mais bien sûr, nous sommes entourés de toute une série de professionnels, d'économistes, de gens qui travaillent d'ailleurs dans des banques, y compris dans des banques centrales, qui travaillent depuis de nombreux mois sur ce plan de sortie de l'euro et de retour à une monnaie nationale. Mais enfin, soyons clairs, la France a eu pendant 15 siècles une monnaie nationale, donc elle sait quand même un petit peu comment ça marche. On voit bien que là encore, autour de l'euro, on est en train de vous dire en fait, les puissances financières vont créer les conditions d'une panique artificielle pour pouvoir préserver la monnaie dont on sait très bien que l'euro, que c'est la monnaie des banques, que c'est la monnaie des multinationales. Nous mettrons en place l'intégralité des conditions pour que les Français, non seulement ne souffrent pas, bien sûr, de ce retour à une monnaie nationale, mais y voient immédiatement des bénéfices. Or, il y a des bénéfices immédiats à y trouver. La seule vraie question, moi j'ai une réponse, c'est est-ce que l'euro peut survivre sans la France? Moi, ma réponse est non. Et c'est pour ça que j'ai l'ensemble du système contre moi, l'ensemble du système européiste, l'ensemble des banques, l'ensemble des puissances financières, parce qu'ils savent que l'euro, c'est ce qui fait tenir cette Union européenne. Si la France revient à sa monnaie nationale, il n'y aura plus d'euro dans aucun pays, et tant mieux, parce que les monnaies reviendront à ce moment-là à leur niveau de valeur, ce qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus loyal dans le commerce international. En vérité, ce n'est pas simplement la zone euro qui ne peut pas survivre, c'est le projet européen. Parce qu'après tout, c'était un projet de réconciliation dans les années 50. Et dans les années 50, moi j'aurais pu être d'accord avec le fait que les nations doivent avoir des relations amicales, mais étant donné que si vous êtes élu, vous allez tout changer. Donc depuis le traité de Rome en 1957, tout sera changé. Pensez-vous vraiment que vous aurez une occasion raisonnable auprès des médias français, auprès de l'establishment, pour que votre message soit entendu? Les médias français me combattront jusqu'à ce que ça se passe. Et puis le jour où ça se passera, une partie d'entre eux viendront m'expliquer que c'est moi qui avais eu raison depuis le début. Bon, c'est pas très gênant. On voit ce qui se passe avec Donald Trump et les médias. Il y a une partie des médias qui clairement lui font la guerre. Ils continueront à lui faire la guerre. Sauf que, si vous voulez, en France, 95% des Français n'ont plus aucune confiance dans les médias. Il faut quand même être conscient de cela. Ce ne sont pas les médias qui décident, ou alors on n'est plus, encore une fois, en démocratie. Moi, pourquoi je me bats pour le retour à une monnaie nationale? C'est parce que je pense que c'est l'intérêt du peuple. C'est aussi simple que cela. C'est pas pour des raisons dogmatiques. Moi, si l'euro avait apporté la richesse qu'on nous avait promise, les emplois qu'on nous avait promis, la croissance qu'on nous avait promis, la paix entre les nations qu'on nous avait promis, je dirais, bon, somme toute, ça a l'air de fonctionner. Mais non seulement la situation économique
économique est dramatique. On vient d'enregistrer notre déficit record, déficit extérieur de 50 milliards d'euros au mois de janvier. Mais de surcroît, c'est la guerre entre les nations. La réalité, c'est que jamais il y a eu autant de tensions entre les nations européennes. Elles s'insultent les unes les autres. Les capitales se traitent de voleurs, de voyous, de tricheurs, de feignants, etc. C'est épouvantable. Donc moi, je crois que la pacification, encore une fois, passera par le retour à des nations qui sont pleinement investies de leur souveraineté et qui pourront ainsi discuter. Et on fera des beaux projets. On fera à nouveau des projets comme Airbus, des projets comme Ariane, qui ont très bien fonctionné précisément parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Il y a 15 jours, Theresa May, notre première ministre, a déroulé le tapis rouge pour Emmanuel Macron. Donc il a passé la porte Downing Street, il a tenu une conférence de presse sur les marches. Et moi, il m'est apparu que c'était un soutien ouvert de notre Premier ministre envers cet homme qui pourrait être votre rival au deuxième tour. Donc la question est la suivante. La Première ministre vous a-t-elle snobé? Est-ce qu'elle vous a dit que vous ne pourriez pas aller la rencontrer? Ça a l'air, en tout cas, d'être le signal qu'elle a lancé. J'ai un peu du mal à comprendre, moi, la cohérence des idées et des convictions dans cette démarche. Parce que M. Macron, c'est le VRP de la mondialisation. Je veux dire, il est pour tout, pour la dérégulation de tout, il est pour l'ouverture totale des frontières, il est pour l'immigration de masse, il est allé en Algérie expliquer qu'il fallait absolument faire un pont entre l'Algérie et la France pour encore plus d'immigration. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'a représenté, ce que représente le Brexit dans le choix qui a été exprimé par le peuple. Donc je ne comprends pas cette dichotomie et même cette contradiction majeure entre ce que porte Theresa May aujourd'hui en ayant décidé, après tout, d'être celle qui mettrait en œuvre le Brexit et cette rencontre avec Emmanuel Macron. Oh, la mode peut-être. Avez-vous demandé à la rencontrer? Avez-vous souhaité une audience auprès d'elle? Non, je n'ai pas demandé à la rencontrer, mais de toute façon, si je suis élu, ce que je souhaite, je serai amené de toute façon à la voir. Oui, c'est incontestable. Et Theresa May ne voulait pas rencontrer Donald Trump parce qu'on penserait qu'il perdrait. Et si vous gagnez, effectivement, ça réglera la question. Elle a un mauvais jugement très sûr, c'est plutôt rassurant. Regardons l'avenir. La Grande-Bretagne quitte l'UE. Imaginons que vous deveniez présidente de la France. Comment voyez-vous la relation entre la France et le Royaume-Uni à l'avenir? Il n'y a aucune raison pour que la France et le Royaume-Uni n'aient pas d'excellentes relations. Nous sommes quand même de vieux alliés. Et nous avons évidemment, y compris sur le plan économique, un grand nombre d'échanges à pouvoir mettre en œuvre. Moi, ce que je ne supporte pas, encore une fois, dans le comportement de l'Union européenne à l'égard de la Grande-Bretagne, c'est le chantage, c'est la menace. Voilà une structure qui n'avance plus maintenant que sous ces deux formes-là. Il faut payer, on va vous condamner. Ceux qui ne veulent pas de migrants seront condamnés à 250 000 € d'amende par migrant qu'ils auront refusé. Ça n'est plus que cela. C'est ce que j'ai appelé l'Europe à la Schlag. Bon, c'est l'Europe imposée par Merkel, c'est l'Europe à la Schlag. Donc, moi, je pense qu'entre deux nations aussi anciennes que les nôtres, libres, sûres de leurs bons droits et de la défense de leurs intérêts, on aura des très bonnes relations, y compris d'ailleurs commerciales, comme nous en avons eu avant l'émergence de cette Union européenne. Tout cela est très intéressant parce que dans une grande partie de votre manifeste, il est question de concurrence déloyale. Il est dit que les entreprises françaises ne sont pas favorisées. Il faut protéger les entreprises dans le monde moderne. Y a-t-il un
potentiel, s'agissant du Royaume-Uni, pour qu'on puisse avoir un accord commercial? Bien sûr qu'il y a un potentiel. Mais vous savez, le patriotisme économique que je veux mettre en œuvre, il est simple. Il est de dire les collectivités et l'État français doivent évidemment se fournir prioritairement auprès des entreprises françaises. Pour une raison simple et de bon sens, c'est qu'elles dépensent l'argent des Français. Et que donc je trouve tout à fait normal qu'elles puissent venir dans les marchés publics, accorder un avantage aux entreprises françaises pour créer de l'emploi français. Mais encore une fois, l'argent dépensé par l'État n'est pas l'intégralité Dieu merci d'ailleurs, de l'économie française. Et par conséquent, à partir du moment où une nation n'effectue pas à l'égard de la France un dumping environnemental ou un dumping en matière de normes de sécurité ou un dumping social tout à fait scandaleux, comme c'est le cas par exemple dans le domaine des élevages de porcs en Allemagne, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait d'ailleurs des droits de douane entre nos pays. Les droits de douane, c'est de la microchirurgie. Quand dans un secteur particulier qui est stratégique ou qui est en danger dans un pays ou qui, encore une fois, émane d'un dumping qui n'est pas admissible, là, on peut mettre des droits de douane selon les produits, selon les pays. Mais ce n'est pas quelque chose de général. J'ai jamais voulu monter des murs pour empêcher les échanges commerciaux. Au contraire, moi, je pense que la France doit, elle aussi, partir à la conquête du monde et que l'euro, aujourd'hui, est un inconvénient majeur. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que M. Hollande parle du Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne. Bon, lui, il ne sera plus là, mais on est d'accord. Mais ça montre la réflexion que peuvent avoir certains Français. Il parle du Royaume-Uni à l'extérieur et il parle de tarifs importants. Et nous sommes l'un des plus grands acheteurs de produits agricoles français, de vin français, et le Royaume-Uni constitue pour la France un marché très important. Vous, pensez-vous que l'establishment français, dans son soutien d'une négociation dure avec la Grande-Bretagne, sert les intérêts de l'Union européenne au-delà des travailleurs français? Mais aujourd'hui, les responsables politiques français sont soumis intégralement aux dirigeants de l'Union européenne. Donc, ils ont un comportement systématiquement menaçant, belliciste, à l'égard de tous ceux qui veulent sortir de ce modèle. Regardez la manière dont François Hollande a traité Donald Trump. Regardez la manière dont François Hollande s'est exprimé à l'égard du peuple britannique après le Brexit. Regardez la manière dont il traite Vladimir Poutine. Enfin, écoutez, voilà quelqu'un qui ne représente plus rien et qui passe sa vie au nom de la France à insulter ou à menacer ou à mépriser tous ceux qui font un choix différent. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour ne pas prendre acte de la décision de la Grande-Bretagne et travailler avec elle aux négociations qui demain doivent avoir lieu entre deux nations qui ont commercé entre elles depuis des siècles. Oui, mais qu'en est-il de la question cruciale? Calais. Ministre après ministre en France dit que si la Grande-Bretagne quitte l'UE, la frontière britannique ira de Calais à Douvres. Quel est votre point de vue? Ce ne sont pas des grands humanistes. Ils veulent quoi? Qu'il y ait des morts qui se multiplient sur les rives de notre pays ou de la Grande-Bretagne? Ça n'a pas de sens. Transformer, encore une fois, Calais je sais pas moi, en Lampedusa. Bon. Non, ce qu'il faut, c'est que la France maîtrise ses propres frontières. Il faut qu'on évite d'avoir des gens qui arrivent jusqu'à Calais. La Grande-Bretagne est responsable de ses frontières, mais nous sommes responsables des nôtres. En laissant tout ouvert, on crée évidemment les conditions pour qu'il y ait de plus en plus de migrants qui reconstituent cette épouvantable jungle de Calais, puisque c'est la dernière frontière, Calais. Avant la Grande-Bretagne. Alors il y a ceux qui disent que la Grande-Bretagne devrait ouvrir leurs frontières pour éviter qu'il y ait Calais. Moi je dis il faut que la France récupère les siennes de frontières pour éviter qu'il y ait Calais. Ce sont deux visions différentes. Si la France quitte Schengen. Bien sûr, tout de suite. C'est une des premières choses que je ferai lorsque je serai élu. Immédiatement,
tout de suite une suspension intégrale de Schengen et la reconstitution de nos frontières, parce qu'on ne peut plus continuer à vivre avec cette pression, cette poussée migratoire, qui va d'ailleurs redémarrer, évidemment, maintenant que les beaux jours reprennent. Oui, c'est vrai qu'il fait beau. Mais il y a un groupe d'immigrants au nom duquel je voudrais m'exprimer. Il y a 250 000 citoyens britanniques qui vivent en Bretagne, en Normandie ou ailleurs en France. Donc 250 000 citoyens britanniques qui vivent en France. Et quel est votre traitement si vous êtes élu? Écoutez, on voit bien, là, encore une fois, que tout ça est une véritable stratégie de la peur. Il était évident qu'après le Brexit, il n'arriverait rien aux citoyens français qui sont installés en Grande-Bretagne. Et il n'arrivera rien, évidemment, aux Britanniques qui sont installés en France, qui ont des maisons, etc. Vous savez, maîtriser sa politique migratoire, ça ne veut pas dire interdire à des étrangers de vivre sur les territoires nationaux. Ça veut dire avoir des critères, des exigences à leur égard. À partir du moment où les gens vivent dans notre pays et qu'ils n'y commettent pas de délits ou de crimes, qu'ils ne contestent pas nos lois, notre manière de vivre, nos mœurs, nos codes, nos valeurs, il n'y a aucune raison pour ne pas continuer à les accueillir avec l'hospitalité qui est celle de la France. Mais là, nous sommes confrontés à une immigration qui est d'une toute autre nature. Alors oui, je ne souhaite pas qu'il y ait, encore une fois, une directive détachement des travailleurs en France qui fait qu'on met en place la préférence étrangère à l'emploi puisque les travailleurs étrangers sont moins chers que les travailleurs français. Oui, je pense qu'en France, un Français doit avoir une priorité d'accès à l'emploi par rapport à ceux qui viennent y chercher du travail parce qu'on a 7 millions de chômeurs tout de même. Bon. Mais tout ça n'exprime aucune haine ou aucune hostilité à l'égard des étrangers. C'est juste du bon sens qui fait qu'avec 7 millions de chômeurs et près de 10 millions de pauvres, eh bien, on s'attache à donner à nos propres compatriotes les moyens de vivre décemment. Il y a 300 000 Français qui vivent à Londres, rien qu'à Londres. Moi, je les appelle des réfugiés. Personnellement, ils ont quitté la France parce qu'ils... Et ce sont des gens qui sont très compétents, ils gagnent de l'argent, ils travaillent bien. Ils viennent à Londres parce qu'ils craignent la fiscalité, mais aussi parce que le coût de l'emploi est tellement plus faible au Royaume-Uni parce que les charges sociales sont énormes en France. Si vous êtes élu, est-ce que vous pensez que certains Français vivant à Londres seront tentés de revenir en France ou est-ce qu'ils resteront à Londres? Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui voudront revenir en France. D'abord parce que la France sera à nouveau la France, que la France sera à nouveau un pays sûr dans lequel ils auront envie d'élever leurs enfants. Or, aujourd'hui, s'ils fuient, c'est aussi par inquiétude de l'explosion de l'insécurité, du communautarisme dans notre pays. Mais surtout, quand j'aurai mis en place ma politique économique, eh bien, évidemment, les impôts baisseront. Parce que une des raisons qui fait monter les charges et les impôts dans notre pays, c'est le niveau du chômage. Comme ils mettent en place la machine à fabriquer des chômeurs, plus il y a de chômeurs, eh bien plus les charges augmentent et plus les impôts augmentent. Donc mon modèle économique qui va recréer de l'emploi dans notre pays permettra de faire baisser de manière importante le nombre de chômeurs et donc de faire baisser un certain nombre de charges que je veux par ailleurs diminuer très rapidement parce que c'est vrai que le niveau de fiscalité en France est considérable. Pour ça, il faut aussi faire des économies. Il faut qu'on arrête de claquer 9 milliards d'euros avec l'Union européenne. On leur donne 20 milliards ou 21 milliards d'euros par an, ils nous en rendent 13. Enfin, pardon. Bon, l'immigration coûte un coût phénoménal parce que nous prenons en charge tout, l'aide médicale d'État, l'intégralité des soins, l'école, le logement, les subventions diverses et variées, la fraude sociale qui en France est un sport, semble-t-il, que de plus en plus de personnes pratiquent, mais contre lequel on ne veut pas lutter. Donc il y a des bonnes économies à faire en France qui permettront de lever la pression qui pèse et sur la fiscalité des ménages et sur la fiscalité des entreprises. Alors, ce sens de bonheur et ainsi de suite, et vous savez, le maire de Londres est un musulman. Moi, je me dirais que c'est un exemple d'intégration et de réussite, mais je voudrais votre point de vue. Parce qu'il y a pas mal de leaders de mouvements eurosceptiques en Europe qui ont un point de vue différent. Mais la religion de l'islam
est-elle incompatible avec notre style de vie occidental, d'après vous? Non, moi je ne le crois pas, parce que je pense que la compatibilité est en fait une démarche individuelle. Ce qui est incompatible, c'est le communautarisme. C'est ça le problème. Ce qui est incompatible, c'est évidemment le fondamentalisme islamiste contre lequel je lutterai de toutes mes forces parce que je veux l'éradiquer de mon pays. Mais on peut être très bien français et musulman sans aucune difficulté. Ceux qu'il faut combattre sont ceux qui ont une vision politique de l'islam, c'est-à-dire ceux qui cherchent à imposer les lois de l'islam au-dessus des lois de la République française, au-dessus des règles qui régissent la Constitution et donc au-dessus des règles qui régissent notre civilisation. Mais ils ne sont pas tous comme ça, loin de là. Certains sont simplement des croyants et ils ont parfaitement le droit de croire en ce qu'ils veulent. C'est ça aussi la liberté à la française. Donc il faut bien différencier, je crois, les deux et être bien conscient que moi, je ne suis pas dans une guerre de religion. Je suis en guerre contre une idéologie totalitaire qui est le fondamentalisme islamiste et qui en revanche s'est diffusé partout, recrute, étend son influence avec, il faut bien le dire, la bénédiction de nos dirigeants depuis maintenant des années et des années. Certaines régions en France sont des régions à problème. Moi, je voyage pas mal en France et je me rends compte que les Français sont préoccupés par ce qui se passe dans leur communauté. Et ils se tournent vers vous et vos propos. Et beaucoup de gens disent, oui, Marine Le Pen, elle est courageuse, elle dit ce que l'on pense, mais il y a toujours eu une difficulté, à savoir que le Front National, au cours de son histoire, a toujours été considéré à tort ou à raison comme étant lié ou ayant des membres ou des militants qui ont des propos antisémites ou autres qui provoquent des scandales. Avez-vous changé le Front National? Est-ce un parti différent depuis que vous avez repris la succession de votre père? Bon, vous savez, déjà quand on veut accuser, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit en France on l'accuse de la rage. Bon, ça veut dire qu'en réalité, chaque parti politique qui a représenté une espérance patriotique contre le système a toujours été accusé en quelque sorte d'avoir soi-disant ses dérives, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont tenu des propos insupportables dans mon mouvement. Mais il faut me juger non pas sur ces gens-là, mais sur la manière dont moi, comme présidente du Front National, j'ai réagi par rapport à ces gens-là. Et à chaque fois qu'il y a eu une personne qui a tenu des propos inadmissibles, je l'ai immédiatement exclu du mouvement. Et les choses ont été très claires et croyez-moi, je n'ai pas eu la main qui a tremblé lorsque je l'ai fait, au point d'ailleurs d'être amené à exclure du Front National mon propre père qui en a été le fondateur et le dirigeant pendant 40 ans. Permettez-moi de vous dire que ça n'a pas été facile, mais je pensais qu'on ne pouvait plus admettre des outrances qui en réalité servaient de base à une caricature de notre mouvement. Ce que nous faisons, la mission qui est la nôtre est tellement importante. Sauver la France, c'est tellement important, pas seulement pour la France, pour le monde entier, parce que je crois que le monde a aussi besoin de la France, cette voix particulière, cette manière de voir les choses qui est équilibrée, ces relations diplomatiques que je ne pouvais pas accepter, si vous voulez, y compris, et même provenant de ma propre famille, y compris avec le rôle qui avait été le sien, que cette mission soit entravée par ce qui était devenu clairement des provocations qui n'étaient plus admissibles. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai été jugé un petit peu comme vous, je connais ça, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais s'agissant du monde et du rôle de la France dans le monde, comment on perçoit Poutine et la Russie, c'est un des grands débats dans l'ensemble de l'Occident. Vous êtes une des personnes, à mon avis, qui ne considère pas Poutine comme une menace envers l'Occident. Non, mais en réalité, si vous voulez, je pense que l'Union européenne a obéi à l'administration américaine, notamment dernièrement d'Obama, en menant une guerre froide, mais extrêmement dure à la Russie. Bon, au risque d'ailleurs de pousser la Russie entre les mains de la Chine, ce qui, à mon avis, était ravageur pour nos intérêts européens. La Russie n'est pas un danger pour nous.
La Russie n'attaque pas la France. La Russie ne fait pas un dumping social, environnemental, agressif à la France. Elle ne menace pas son identité, elle ne menace pas ses intérêts géostratégiques. Pourquoi est-ce que j'aurais, à l'égard de la Russie, par principe, un comportement hostile? La Russie est une grande nation qui a un rôle à jouer, et on l'a vu objectivement en Syrie. Elle a un rôle à jouer, notamment dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Elle doit être un partenaire commercial, géostratégique. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne le soit pas, à égalité d'ailleurs avec les États-Unis. Moi, je n'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. Je pense que la France, précisément, doit entretenir des très bonnes relations avec ces deux grandes nations que représentent les États-Unis et la Russie. Et je me réjouis, si tant est que ça se passe comme ça, que les États-Unis et la Russie puissent améliorer leurs relations, pacifier leurs relations, parce que nous autres, après tout, nous sommes entre les deux, et que nous n'avons pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait une escalade des conflits telle que nous l'avons vécu lors des dernières années. Oui, mais on dit que vous avez pris de l'argent de sources russes. Est-ce que ça ne vous met pas dans une situation délicate? Je ne crois pas du tout. Enfin, pardon, mais moi, j'ai emprunté à une banque russe. Bon, ok, c'est quoi mon obligation? C'est de rembourser la banque, quoi. Enfin, moi, j'ai fait des prêts personnels à des banques françaises. Le banquier n'est pas venu chez moi pour décider de la couleur de mes rideaux, de l'école de mes enfants, ou ce que je devais penser, ou ce que je devais manger. Bon, de la même manière, le fait que ce soit une banque russe n'a absolument aucune importance. Elle aurait pu être américaine, elle aurait pu être, je sais pas, malienne, elle aurait pu être guatémaltèque, que ça ne m'oblige absolument à rien. Mais en l'espèce, c'est la seule que j'ai trouvée. Même les banques anglo-saxonnes ne veulent pas prendre le risque de me prêter, peut-être parce qu'il existe aussi une pression politique sur le système bancaire qui est assez révélateur dans mon cas. Vous croyez que les grandes banques sont contre vous? Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai demandé un prêt aux banques du monde entier. Les propres banques de mon pays prêtent à tous les candidats, y compris au candidat d'extrême gauche, M. Mélenchon. Ils ne me prêtent pas à moi. J'ai demandé en Europe, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé dans le monde, je n'ai pas trouvé. Je me dis à un moment donné que, voilà, il y a quand même un problème, alors que je suis donné comme étant en tête des élections, qu'il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de raison que je sois une exception. Sauf peut-être, encore une fois, si elles subissent un certain nombre de pressions. Il y a quelqu'un qui veut une meilleure coopération avec la Russie, un meilleur commerce, c'est Trump, le 45e président des États-Unis. Quel est votre point de vue sur Donald Trump? Écoutez, je me suis exprimée, moi, j'étais la seule en France, au moment de la campagne, en disant que je souhaitais la défaite d'Hillary Clinton, très clairement. Voilà. Et il est sûr qu'un certain nombre de propos de Donald Trump entraient totalement en cohérence avec les intérêts que je défends de la France, notamment son refus du traité transatlantique, le TTIP, notamment sa volonté d'arrêter la politique d'ingérence systématique des États-Unis, dont on sait qu'elle a été à l'origine de beaucoup de graves dysfonctionnements et de graves déséquilibres dans le monde, l'Irak, la Libye, etc. Moi, quand Donald Trump dit « moi, je veux être le président des États-Unis et pas le président du monde », écoutez, j'applaudis. Voilà, je dis tant mieux, très bien. Sa volonté de réindustrialiser les États-Unis, de faire du protectionnisme intelligent, de faire du patriotisme économique, je l'entends, je le comprends. C'est la même chose que ce que je veux faire pour mon propre pays. Donc, là encore, je n'avais absolument aucune raison de hurler avec les loups de la classe politique française qui ont tous se sont prononcés pour Hillary Clinton. J'avais aucune raison parce qu'il me semblait que les intérêts de la France seraient mieux servis avec l'élection de Donald Trump qu'avec l'élection d'Hillary Clinton. Donc, le Brexit, Trump, les Italiens, le référendum, y a-t-il une révolution mondiale à l'œuvre? Oui, évidemment. Évidemment, il y a une révolution. Il y a une révolution des nations. En réalité, c'est le grand retour des nations, et donc le grand retour des peuples, et donc le grand retour de la démocratie. Ça n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que le monde anglo-saxon
constitué, entre autres, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui ont été un peu ceux qui ont conçu, réfléchi le libre-échange total, la mondialisation, l'effacement un peu des frontières, etc., sont ceux qui viennent de dire « stop, c'est terminé ». Et ils le font avec un pragmatisme absolument incroyable. Ils disent « ok, on a joué, maintenant stop, maintenant c'est fini, on arrête ». Bon, alors tant mieux, je ne peux que m'en réjouir. Mais c'est vrai que Reagan, alors la situation était différente, hein, je suis d'accord, mais Thatcher, Reagan, le monde était un autre monde. Mais ils ont un peu impulsé, si vous voulez, ce libéralisme qui s'est transformé en ultralibéralisme avec le développement d'une mondialisation qui n'était plus régulée. Mais ils sont les premiers à dire, bon ben voilà, maintenant on voit que c'est contraire à l'intérêt de nos peuples, donc on arrête. Eh bien je suis prêt à arrêter avec eux et à construire avec eux une autre manière de commercer, une autre manière d'envisager les relations internationales entre les nations, mais qui seront à nouveau des nations, encore une fois, dans la plénitude de leur souveraineté. Je ne suis pas sûr qu'il faille critiquer tous les anglo-saxons pour tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on pourrait critiquer un peu Bruxelles aussi, pour vouloir abolir les États-nations. Ah mais le monde anglo-saxon a mis en œuvre le libéralisme. L'Union européenne l'a transformé en ultra-libéralisme, c'est-à-dire en libéralisme totalement dérégulé où les lois du marché devaient absolument passer au-dessus de tout, y compris au-dessus de l'intérêt des peuples. Ça a été en fait une dérive. Bon, et ça s'est transformé en mondialisme d'ailleurs. Mais bon voilà, maintenant on se retrouve tous en réalité avec les mêmes objectifs et profitons-en. Il nous reste un mois avant le premier tour, le 23 avril donc. Et à l'heure actuelle, vous êtes en tête des sondages pour le premier tour. Quelle qualité avez-vous qui ferait de vous, à juste titre, la présidente de la France? D'abord, je suis profondément française, c'est-à-dire profondément pétrie, imprégnée de toutes les grandes aspirations de mon pays au travers de l'histoire, et notamment, encore une fois, sa liberté, sa souveraineté, cette liberté que De Gaulle a tant défendue et qui est totalement trahie par ceux qui se disent, en l'occurrence, ses héritiers. Et puis, je suis moi-même totalement libre. Car vous voyez qu'au travers des candidatures aujourd'hui en France, ce sont en réalité des intérêts privés qui sont derrière. Ils veulent arriver au pouvoir, qui pour capter le marché de l'assurance, qui pour capter le marché des laboratoires pharmaceutiques. En réalité, ce sont des marionnettes de grandes puissances financières qui n'en ont que faire de l'intérêt national, de l'intérêt du peuple. Or, les intérêts des multinationales, des grandes banques, sont bien souvent contraires aux intérêts des peuples. Donc cette liberté que j'ai à l'égard de ces grandes puissances financières, je crois, est un atout considérable. Moi, je ne dois rien à personne, j'ai pas d'ascenseur à renvoyer, j'ai pas de copains dans les grands labos ou dans les grandes banques à qui il faut que je fasse plaisir, pour lesquels il faut que je modifie la fiscalité pour les avantager. Donc si les Français me choisissent, ils choisissent une femme libre, convaincue et je crois quand même courageuse. C'est une qualité nécessaire. Sans courage, personne ne se lancerait là-dedans et survivrait pendant 10 minutes. Alors, est-ce que c'est la bonne forme de courage? C'est un autre débat. Mais bref, vous êtes vraisemblablement la gagnante du premier tour. Vous allez vraisemblablement être finaliste. Mais la coalition contre vous sera très forte. Et bien qu'ayant gagnant le premier tour, vous n'allez peut-être pas gagner le... C'est un choix de civilisation, en réalité, qui se pose au peuple français. Donc, on n'est plus sur des clivages gauche, droite, enfin tout ça, ça n'existe plus. La vraie question que les Français vont devoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que la France reste la France, qu'on la reconnaisse, qu'elle soit à nouveau fondée sur un système politique où la laïcité est au centre, où le communautarisme n'est pas considéré comme une vertu, où on ne fragmente pas les gens en fonction de leur origine, leur religion, etc. Un pays livré à la menace incroyablement puissante du terrorisme. C'est ces choix-là qui vont être
vont être en jeu, vous voyez. Et moi, je suis, je crois, le défenseur de la civilisation française, voilà. De la France avec tout ce qu'elle a de très solide et en même temps de perspective. Les autres, encore une fois, ils sont dans une vision post-nationale, d'accord ? Post-nationale. Ce qu'ils veulent, c'est pas être président de la République française, c'est être vice-chancelier de Madame Merkel, c'est être un vague gouverneur d'une région européenne sans aucun pouvoir. C'est presque un référendum, cette élection présidentielle, pour ou contre la mondialisation sauvage. Voilà. Pour ou contre le chemin national. C'est pour ça que je pense qu'il est très difficile de dire à l'avance Marine Le Pen va se retrouver confrontée à tout le monde et donc elle a très peu de chances de gagner. On ne sait pas ce qui peut se passer parce qu'encore une fois, si les Français comprennent l'enjeu de cette élection, alors oui, incontestablement, j'ai de grandes chances de la gagner. Pensez-vous que vous allez gagner au fin fond de vous-même? Oui, je crois, oui, oui. Oui, je pense vraiment que le peuple est prêt à ce choix-là parce qu'il a vu aussi d'autres peuples faire un choix qui est un choix qui ne plaisait pas aux élites, qui ne plaisait pas aux médias et qu'il a salué, je pense, en ces peuples le courage d'être libre. Bernanos dit l'espérance est un risque à courir. Marine Le Pen, thank you very Merci much beaucoup. indeed. Merci à vous. Thank you.